On va terminer en beauté quand même, je tiens à le dire, avec l'intervention donc de Monsieur le Ministre Jean-Yves Le Drian, que j'appelle à monter sur scène. Bon, c'est encore moi, je suis désolé. Mais les organisateurs avaient souhaité que je puisse faire, comment dire, un court message sur l'état du monde. Donc j'ai à peu près 20 minutes pour vous parler de l'état du monde. Je sais que certains d'entre vous étaient déjà là hier. J'en ai parlé un petit peu. Je vais essayer de ne pas être redondant avec ce qui s'est dit hier, qui était surtout consacré aux affaires industrielles d'armement. Mais je vous promets d'être assez austère, parce que la situation le méritait. Je voudrais profiter pour saluer le président de la région, Loïc Chenet-Girard, et saluer aussi monsieur le préfet. Je vais essayer d'aller à l'essentiel pour tenir dans le temps qui m'est imparti. Et d'abord vous appeler à la lucidité. Nous appeler à la lucidité. Vous savez, on a souvent l'occasion de dire ce moment est décisif dans l'histoire, nous traversons une période essentielle, etc. Mais il ne faut pas nous méprendre. Ce que nous sommes en train de vivre, ce n'est pas simplement un moment où les crises s'accumulent et qu'il nous faudrait savoir gérer les unes avec les autres en attendant des jours meilleurs. C'est un vrai moment de basculement vers un tout autre monde que celui dans lequel nous vivons depuis 3 décennies. Il faut que nous ayons ça en tête pour pas rester inertes, mais pour que nous puissions nous mobiliser sur l'ampleur des défis qui nous attendent collectivement. Ce monde-là, d'aujourd'hui, il est ainsi parce que beaucoup de digues ont sauté en même temps. Il y en a une dont on parle peu et sur laquelle je voudrais m'attarder quelques instants, c'est le fait que ce que l'on appelle le multilatéralisme, c'est un mot un peu conceptuel, mais qui signifie un principe de fond, l'égalité souveraine des pays, leur intégrité et le primat du droit international sur la loi du plus fort et le choix de l'action collective pour gérer nos biens communs. C'est ça, le multilatéralisme. Et on vit là-dessus depuis 1945. Et ça, c'est fini. Le multilatéralisme est remis en cause. Il n'y a plus de lieu de régulation. J'ai assisté à de nombreuses reprises au Conseil de sécurité des Nations Unies. Je l'ai même présidé plusieurs fois. Le Conseil de sécurité est un lieu ou d'affaiblissement de multilatéralisme, ne serait-ce que pendant la présidence Trump, ou de blocage, parce que la Russie met sans arrêt des vétos, ou d'instrumentalisation. C'est le jeu de la Chine qui est en train d'essayer de préparer un autre ordre international nouveau. Et ceinture, la théorie de la route de la soie, c'est un petit peu cela. Donc nous sommes dans une situation où le multilatéralisme n'est plus en mesure de jouer un rôle, et c'est une situation un peu paradoxale si l'on se réfère à la situation de 1945, puisque jamais le monde n'a été aussi interconnecté, ne serait-ce que par les réseaux sociaux. Jamais le monde n'a été aussi interdépendant. Jamais les défis n'ont été aussi lourds. Je pense aux défis climatiques. Et c'est précisément au moment où il faut trouver des solutions sur la planète, des solutions de la communauté internationale, que les outils que la communauté internationale a mis en place sont caducs et sombrent les uns après les autres. Et c'est là la difficulté la plus importante. Il n'y a plus de lieu d'arbitrage, et en particulier d'espace où l'on peut engager sérieusement des discussions sur nos biens communs. Il en reste quelques-uns, mais globalement, c'est ça. La première digue qui a sauté. La deuxième digue qui a sauté, j'en ai parlé hier, je ne vais pas revenir, même si on me dit que ce n'est pas automatiquement le même public, je vais simplement aller à l'essentiel là-dessus, mais c'est quand même essentiel. C'est que la guerre est revenue en Europe, que l'agression
de la Russie contre l'Ukraine est illégale. On le dit, mais autant le répéter, puisqu'elle foule aux pieds les principes les plus fondamentaux de la Charte des Nations Unies. Mais je disais tout à l'heure que le multilatéralisme était en voie d'inexistence. Cette agression est injustifiable. Elle cautionne le projet révisionniste et impérialiste, je dis les mots, qui sous-tend implicitement cette guerre. Et il est irresponsable parce que les actions inconsidérées de la Russie génèrent des risques majeurs, à commencer par le risque d'un incident nucléaire à Zaporijjia. On voit bien que le fait que la mission de l'AIEA ait enfin pu accéder est un relent du multilatéralisme. Voilà à quoi ça sert. Mais ça sert dans des situations, là, précisément, extrêmement dramatiques. Ce qu'il faut aussi prendre en considération, c'est que même si nous ne sommes pas en guerre contre la Russie, nous soutenons et nous continuerons à soutenir l'Ukraine, mais nous essayerons toujours de préserver les chemins de la paix, même si la caractéristique de cette guerre, c'est d'abord que c'est la première vraie guerre en Europe, même s'il y a eu la parenthèse yougoslave depuis 1945, donc c'est totalement nouveau. Et ce qui est caractéristique, c'est que c'est une guerre hybride, à la fois territoriale, dans l'acte d'agression de la Russie par rapport à un pays indépendant, souverain, et une remise en cause de ses frontières, mais c'est aussi une guerre hybride, puisque c'est une guerre territoriale qui a des dimensions internationales. Et sur l'hybridité de cette guerre, le président Poutine joue avec beaucoup de doigté parfois, avec parfois aussi des risques d'erreur ou des risques de retour de bâton très importants. Mais, je le disais hier et je vous le redis aujourd'hui, je sors d'une réunion avec le président de la République, somme tout à l'heure, et il a redit aussi ses propos, donc je suis tout à fait en phase, ça ne m'étonne pas, mais cette guerre va durer. Ça, c'est la deuxième digue. Mais il y a aussi d'autres digues qui sont tombées. Il y a la menace des puissances décomplexées. Puisqu'il n'y a plus de régulateurs, il y a des puissances décomplexées qui se sont manifestées au cours des derniers temps. Je pense au détroit de Taïwan, où Pékin a manifesté une posture d'intimidation et d'agressivité, sans doute dans la perspective du 20e congrès du Parti communiste chinois qui va se tenir le mois prochain et qui va être tout à fait essentiel pour définir la voie que va suivre la Chine pour l'avenir, en sachant aussi qu'aujourd'hui, vous le savez, la croissance chinoise diminue beaucoup et que la gestion de la pandémie récente, de la nouvelle pandémie, laisse des traces. Il y a une incertitude et je ne suis pas certain que la Chine soit totalement satisfaite d'avoir à soutenir, au moins verbalement, ce qui se passe aujourd'hui, la Russie dans ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. Il y a la digue des jeux de puissance et des tensions qui se multiplient dans le Pacifique. Là, j'en ai parlé hier, je ne vais pas y revenir, mais néanmoins, est-ce qu'on sera en situation de garder l'accès des mers libres dans cet espace? Il y a un exemple très récent, je crois que c'est de la semaine dernière, où les îles Salomon, ce n'est pas un grand pays, ont passé un accord avec la Chine antérieurement et que l'accès aux îles Salomon est aujourd'hui interdit par les autorités des îles Salomon. Bon, on va voir ces signes se poursuivent. Et puis il y a aussi sur le continent africain une nouvelle donne. Ces pays deviennent des terrains de prédation pour certains acteurs, en particulier la Chine et la Russie, qui n'hésitent pas à déstabiliser les sociétés et les États pour produire de la dépendance, pour produire de la suggestion, pour piller leurs ressources en même temps, dans ce qui constitue, moi je n'ai pas peur de le dire, une nouvelle forme de néocolonialisme, avec par ailleurs en filigrane, pour ce qui concerne le continent africain, les enjeux considérables de la démographie, en particulier dans les pays du Sahel. Vous voyez le Niger, hein, quand même un pays historiquement lié à la France. Il y a maintenant 23-24 millions d'habitants, ça va doubler d'ici 2050. Le Niger, 50 millions d'habitants. Ce n'est qu'un exemple. Je ne parle pas du Nigeria, dont les chiffres sont encore beaucoup plus spectaculaires. Et bon, cet enjeu-là est tout à fait considérable. Là aussi, les
réserves qui pouvaient être établies antérieurement par rapport à l'action à l'égard de ces pays-là ont tombé et les puissances décomplexées font leur marché en Afrique. Pour compléter le scénario, il y a 3 espaces qu'on appelle les espaces contestés en termes dits diplomatiques, c'est-à-dire les espaces où jusqu'à présent il n'y avait pas vraiment de règles. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait des règles antérieurement sur la relation entre les pays de la communauté internationale. Entre eux, elles sont en train de tomber, mais là, il n'y avait pas de règles. Je pense au spatial, je pense à la haute mer, et dont parlait tout à l'heure Hervé Berville, et je pense au numérique. Et dans ces nouveaux espaces contestés, non seulement il n'y a pas de régulation, mais il y a une compétition, un affrontement considérable pour des tentatives d'ingérence en plus pour essayer de dominer dans ce domaine majeur. Et je en dirai tout à l'heure 2 mots, nous avons, nous, une part de responsabilité potentielle à agir, au moins des atouts pour le faire. Ce n'est pas fini dans ma description. Et pendant ce temps-là, le terrorisme djihadiste continue. Même s'il n'y a pas eu d'attaque majeure sur le territoire national depuis quelque temps, il n'empêche que ce djihadisme d'influence est perpétuellement présent et qui pose des actes singulièrement récemment encore en Afrique. En tout cas, c'est une menace globalisée. Et puis, évidemment, dans tout cela, il y a l'aggravation de la crise climatique et l'érosion de la biodiversité. Je ne pense pas uniquement à ce que nous avons vécu cet été, que nous continuons à vivre aujourd'hui, mais d'autres événements climatiques extrêmes ont lieu. Je pense en particulier en ce moment aux inondations dramatiques qui frappent le Pakistan. Il y a eu la COP21 à Paris, des engagements pris, solennels, avec des objectifs clairs. Je crois que c'était le vice-président Michael Carnes qui évoquait hier dans un débat sa présence à Glasgow pour la COP26. La COP26, on était censé mettre en place les mesures d'application de l'accord de Paris. Parce que si on appliquait l'accord de Paris, on pourrait regarder cette question avec un relatif optimisme, puisque les objectifs de l'accord de Paris, même si les scientifiques considèrent que c'est la limite basse, il n'empêche que s'ils étaient mis en place, on aurait un itinéraire plutôt mobilisateur. C'est Glasgow qui devait montrer comment on pouvait l'appliquer. Et aujourd'hui, à Glasgow, l'année dernière, j'ai participé aussi, je représentais la France dans cette COP. Les résultats n'ont pas été au rendez-vous que nous souhaitions et les contributions que chaque pays doit afficher pour montrer son objectif n'ont pas été au rendez-vous, de même que les financements que les pays développés devaient mobiliser pour les pays du Sud afin de les aider à lutter pour l'adaptation et l'atténuation dans leurs pays respectifs. Donc, les États n'ont pas tous pris leurs responsabilités. Il reste à agir sur les gros émetteurs et sur les grands émergents. Nous sommes loin du compte. Il y aura 2 événements majeurs. La COP27 bientôt, au mois d'octobre, je crois, ou novembre, à Sharm el-Sheikh en Égypte, et la COP28 qui sera déterminante à Dubaï, puisque c'est un rendez-vous essentiel d'orientation et d'application de l'accord de Paris. Bref, il y a tout cela, et en plus, nous avons aujourd'hui une crise sur la sécurité alimentaire mondiale, moins une crise de production qu'une crise de distribution et que des rivalités de puissance pour faire de la sécurité alimentaire mondiale un outil d'influence et d'action. Et la Russie joue sur la pénurie alimentaire pour mobiliser d'autres États pour se rallier des complicités, ou au moins se rallier des soutiens. Et dans le domaine de la santé, on sait comment la Chine, pendant la crise pandémique, a utilisé la diplomatie du masque ou la diplomatie du vaccin pour être très agressive sur un certain nombre de territoires, même si elle ne vérifiait pas après la réalité de la situation. Moi, j'ai vécu ça très concrètement, qu'un avion chinois amène sur un tarmac d'un pays africain quelques tonnes de vaccins ou un nombre important de vaccins, et ils disent, voilà, j'ai fait mon job, regardez, mes vaccins sont bons, moi je rends service aux pays en développement, même s'ils ne sont pas préoccupés du fait que les vaccins étaient opérants et du fait que ces vaccins aboutissent vraiment à la population qui en a besoin. Il n'empêche qu'il n'y a plus de soft power. Auparavant, on disait il y a le hard power, le lourd, et puis le soft power, la culture, la santé. Tout cela est terminé.
nous sommes dans le dur en permanence et dans l'affrontement en permanence. Et c'est à ce moment-là que nous avons pu découvrir ensemble que nous étions en Europe, en France, en Bretagne, dépendants, parce que nous étions dépendants dans le secteur de l'énergie, parce que nous étions dépendants dans le secteur de l'industrie, parce que nous étions dépendants dans les semi-conducteurs, parce que nous étions dépendants dans le domaine de la pharmacie. Il n'y avait pas en Europe un seul outil de production de paracétamol. Mais on se rend compte au moment de la crise. Voilà le panorama général et les enjeux des dépendances. Et je trouve tout à fait opportun que les travaux que vous avez initiés ici portent sur l'indépendance. J'ai bien lu. Parce que ce qui est à l'ordre du jour aujourd'hui, par rapport à la description que je viens de faire, et qui est le moyen de nous transporter le mieux possible dans l'autre monde qui va sortir, c'est d'afficher notre souveraineté. Notre souveraineté, ce n'est pas le souverainisme. Le souverainisme, c'est détruire les instruments de partenariat sans prendre plaisir dans l'isolement et finalement se traduire dans l'impuissance. Et je connais des souverainistes, vous aussi. Trump était d'une certaine manière souverainiste. Il y a en France aujourd'hui des souverainistes qui l'affichent très clairement. J'ai dit depuis le 21 mai que je ne faisais plus de politique. Mais il n'empêche. Il faut avoir la lucidité aussi de le reconnaître. Et je pense que pour ma part, en ce qui concerne mon engagement politique, si je peux dire deux mots, sur ce sujet-là, j'ai toujours combattu et les postures et les impostures. Et sur ces sujets-là, nous sommes à la fois sur les postures et sur les impostures. Mais d'une manière générale, il faut se battre pour un souverainiste qui soit un souverainiste qui ouvre les interdépendances, et il faut agir pour un partenariat interdépendant pour acquérir notre souveraineté plutôt que pour des dépendances imposées. Et dans ce panorama pessimiste que je viens de décrire, je crois lucide, il y a quand même une bonne nouvelle. Les digues ont tombé d'un côté, mais les tabous sont tombés aussi de l'autre. Ils ont été levés sur la scène européenne, j'en disais quelques mots déjà hier. Et c'est là notre force. Le grand changement que j'ai pu observer depuis 10 ans, qui s'est accéléré depuis 3-4 ans, et qui s'est encore accéléré avec la crise ukrainienne, c'est que progressivement, l'Europe, je parle de l'Union européenne, s'est rendu compte qu'elle pouvait être puissante. C'est-à-dire que l'Europe s'est créée dans un certain confort international, évitant les conflictualités au moment de l'opposition Est-Ouest, à l'abri des risques, développant un marché intérieur. Son objectif était celui-là, avec l'affirmation et la mise en œuvre de valeurs démocratiques. Marché intérieur, valeurs démocratiques, à l'abri de tous, finalement. Et en étant, d'une certaine manière, naïf, parce que le marché intérieur était assez ouvert. On pensait des gens de bonne volonté. Et là, progressivement, l'Europe est sortie de sa naïveté et s'affiche comme puissance. L'Europe puissance. Et s'affiche comme puissance avec son marché intérieur de 450 millions de consommateurs. C'est vraiment le marché intérieur, le marché le plus intéressant du monde, le marché le plus porteur. Et l'Europe commence à se dire, mais ce marché-là, c'est le mien, donc si vous voulez y rentrer, il faut que vous respectiez mes normes. Ce propos-là, que je dis là, dit il y a 5 ans, j'aurais été traité de protectionniste. Aujourd'hui, la mise en avant de ces thèmes est largement partagée. Ça a commencé, je crois, par la question chinoise, où lorsque le président Xi Jinping est venu à Paris il y a 2 ans, 3 ans, 2019, je crois, autour de la chancelière du président Macron et de Mme von der Leyen pour aborder ces questions-là, nous avons dit, nous avons avec la Chine un triptyque de relations. Vous êtes notre partenaire, certainement, et on voit mal comment on pourrait aboutir au respect des normes environnementales et climatiques sans la Chine.
elle le sait, mais c'est aussi une contrainte pour elle. Donc vous êtes notre partenaire, on est prêt à jouer avec vous, mais il faut que vous respectiez les mêmes règles que nous en matière de subventions, en matière de normes, en matière d'homologation. Sinon, on ne joue pas. Et puis par ailleurs, vous êtes aussi notre rival parce que nous avons un système de valeurs différent. Et on voit bien qu'est en train de se préparer là une espèce de conflictualité, confrontation entre deux types d'universalisme. Le monde chinois voulant essayer d'imposer le sien et finalement les États-Unis le sien. Et nous ne sommes pas dans cette logique-là, je le disais hier. Nous ne sommes pas dans une logique de confrontation, je le disais hier à propos de l'AUKUS, avec la Chine. Nous sommes dans une stratégie de proposition d'un schéma alternatif, respectant les identités et les souverainetés de chacun des pays. Bref, je reviens à l'Europe, mais c'est aussi la position de l'Europe que d'agir ainsi à l'égard de la Chine. L'histoire est tragique et l'Europe s'en est rendue compte sans doute un peu tard, mais agit en fonction de cela désormais, et c'est, je crois, une bonne chose. J'évoquais hier, pour ceux qui étaient là, un discours qui avait été formulé l'avant-veille par le chancelier Scholz, où il a, à Prague, développé tout un propos positif à l'égard de la souveraineté européenne. Nous sommes désormais dans cette logique et il nous importe donc de décliner cet impératif dans tous les domaines. Nous avons fait des percées. J'ai évoqué la percée qui a été effectuée sur l'Europe de la défense. Je n'y reviens pas. J'ai évoqué ça hier. Mais nous avons fait aussi des percées dans le domaine économique, commercial, industriel, avec le filtrage des investissements, avec la réciprocité sur les marchés publics, avec les projets d'innovation européenne, les PIEC, avec la définition de normes, parce que la norme est un outil de puissance. Et quand on impose sa norme, on est en situation de pouvoir peser, à la fois au niveau des marchés, mais aussi au niveau de la relation internationale. Et le fait que sous la présidence française, on ait pu établir des règlements sur le numérique, pour éviter les abus de puissance et pour préserver aussi les libertés individuelles, est une avancée considérable de ce que nous avons pu faire ensemble. Mais c'est aussi le fait que nous ayons, les Européens, mobilisé un plan de relance de 750 milliards d'euros qu'on a emprunté ensemble. Et je vous rappelle ce que j'ai dit hier sur le fait que l'Europe, aujourd'hui, finance de l'armement, y compris l'armement létal, en destination de l'Ukraine. Tout ça était impensable il y a 3 ans. Donc nous sommes dans une accélération et il y a, à mon sens, 2 rendez-vous majeurs qu'il nous faut tenir, décliner. C'est le rendez-vous climatique avec le paquet Fit for 55 qui a été élaboré par les Européens, décliné par pays et que nous devons impérativement respecter. Nous n'y sommes pas, nous, les Français. Mais si nous aboutissons à la mise en œuvre de ce paquet climatique, l'Europe sera exemplaire au niveau international et pourra, au niveau de la communauté internationale, montrer l'exemple et montrer qu'elle applique les orientations des COP. C'est une trajectoire extrêmement forte, très vigilante, très exigeante. La présidence française a, depuis le mois de janvier dernier, fait passer 13 textes d'application, et en particulier la mise en œuvre du mécanisme de protection de carbone aux frontières, qui est un mécanisme majeur. Tu veux venir faire du commerce chez moi, ben, il faut que tu respectes les mêmes normes environnementales, sinon tu ne viens pas. Nous sommes dans cette logique-là, qui est une logique d'espoir. Et si j'évoquais hier le sommet de Versailles, qui avait été déterminant pour la mise en œuvre de l'affirmation de la souveraineté européenne, il y avait aussi dans les engagements du sommet de Versailles du mois de mars dernier, le paquet qu'on appelle Repower EU, qui est la mise en œuvre de l'autonomie énergétique de l'Europe. Ça ne sera pas demain matin, mais ça sera dans peu de temps, avec des exigences fortes et sans doute un hiver difficile à passer, parce que la mise en œuvre de ce programme, de ce projet, nécessite inévitablement une solidarité entre les Européens pour aider ceux qui sont plus en difficulté. Et nous sommes en difficulté, non pas tellement à cause du gaz russe, mais vous savez, pour des raisons liées au fonctionnement de nos centrales nucléaires. Donc l'enjeu est celui-là, et la France doit être à ce rendez-vous-là.
Des initiatives ont été prises, d'autres vont être annoncées dans peu de temps par le gouvernement. Je pense en particulier à France 2030, qui est un outil essentiel de reconquête de la souveraineté. Je pense aussi à la planification écologique et à l'accélération sur les énergies renouvelables. Tous ces paquets vont être sur la table dans peu de temps. Ce n'est pas à moi d'en parler, c'est aux ministres concernés. Mais la France est dans cette logique de la souveraineté française dans la souveraineté européenne. Et ce que je voudrais vous dire, parce que je vois que je suis presque arrivé au bout de mon temps, c'est que, puisque je suis censé clôturer les travaux, la Bretagne doit jouer toute sa place là-dedans. Je suis, pour ma part, favorable à ce qu'il y ait une pluralisation des souverainetés et que l'ensemble des acteurs soient mobilisés pour acquérir cette souveraineté et que la région Bretagne, la Bretagne, puisse jouer toute sa partition dans cette bataille. C'est une bataille. Mais nous avons, je pense, les outils et les créneaux, les filières pour être au rendez-vous de cette bataille. Dans le domaine agricole, car il faut absolument éviter la désagriculturation. Je ne sais pas si on peut dire ça comme on a connu la désindustrialisation. Je sais qu'il y a certains qui promeuvent ça, mais dans une période où la souveraineté alimentaire est essentielle, on voit bien l'enjeu que cela représente pour la Bretagne. Je pense au domaine de l'énergie. Loïc Chénel-Girard en faisait référence hier en commençant. Et sur l'ensemble des énergies renouvelables à base maritime, nous avons, je crois, une grande carte à jouer pour la souveraineté énergétique bretonne, française, européenne. Nous pouvons même être exemplaires et trouver des partenaires qui conviennent. Mais plus globalement, puisque je parlais des espaces contestés, l'enjeu maritime va être mondial et majeur. Et il n'y a pas beaucoup de régions dans le monde qui aient à la fois l'ingénierie, l'innovation, la technologie, l'avant-garde dans ce domaine-là. Il nous importe d'être à ces rendez-vous-là. Et puis aussi, nous avons, j'y suis un peu pour quelque chose dans une vie antérieure, les enjeux autour de la cybersécurité, puisque dans les espaces contestés, l'influence sur le numérique sera essentielle et il faut que nous jouions, nous, totalement ce rendez-vous-là. Donc je suis favorable, très militant, pour décliner notre volonté de souveraineté avec la souveraineté nationale et avec la souveraineté européenne. Je suis pour la jonction des souverainetés dans le même état d'esprit pour que nous puissions sortir de la crise dans les meilleures conditions, même si ce sera long. Mais je pense que l'excellence bretonne a devant elle de belles perspectives et sûrement une Bretagne d'avance dans tous ces rendez-vous. Merci.